Bon, j'avais fait des études de philosophie, et puis après ces études de philosophie, j'avais fait des études de psychologie, psychopathologie. Et il y avait une chose qui m'avait frappé et intrigué. N'est-ce pas, la civilisation occidentale a été depuis très longtemps, depuis l'âge grec, familière du phénomène de la folie. Les fous sont présents dans les pièces de théâtre, dans la littérature, on a parlé sans arrêt de la folie, et il a fallu attendre le 19e siècle pour que la folie devienne un objet de science. Or, à partir du XVIIe siècle, le fou a été mis à part de la société, il a été cloîtré, et mon histoire de la folie doit s'illustrer dans un des plus célèbres tableaux de la peinture hollandaise, dans Frans Hals, c'est-à-dire dans Les Régentes de l'hôpital. Ces cinq vieilles femmes, qui sont là, autour d'une table, et qui ont pour profession de tenir, de diriger cette maison d'enfermement où, au XVIIe et plus tard au XVIIIe siècle, on enfermait toutes les inutilités sociales, tous les perturbateurs sociaux. Les femmes sont effectivement l'expression de cette rationalisation de notre société qui a mis à part la folie. Tiens, en quelque sorte, c'est à partir de là que la science de la folie a pu se développer. Qu'à partir du moment où justement on avait rompu avec cette vieille familiarité qu'on entretenait autrefois avec la folie. À partir de cette étude purement historique que j'ai faite, je me suis demandé si finalement nous ne nous faisions pas, nous autres occidentaux, de bien grandes illusions sur nous-mêmes. Nous nous imaginons volontiers que nous sommes une civilisation très tolérante, que nous avons accueilli toutes les formes du passé, toutes les autres formes culturelles étrangères à nous, que nous accueillons aussi toutes les déviations qui sont de l'ordre du comportement, du langage, de la sexualité, etc. Moi, je me demande si ça, c'est pas une illusion. Autrement dit, pour pouvoir connaître la folie, il a fallu l'exclure. Peut-être pourrait-on dire aussi que pour connaître les autres cultures non occidentales, les cultures dites primitives ou les cultures américaines, africaines, chinoises, etc., pour connaître ces cultures, il a sans doute fallu non seulement les exclure, non seulement les mépriser, mais les exploiter, les conquérir, et en quelque sorte, par la violence, les faire taire. On a fait taire la folie, et on l'a connue. On a fait taire les cultures étrangères, et on les a connues. Et peut-être également pourrait-on dire qu'il a fallu attendre le grand puritanisme du XIXe siècle pour faire taire la sexualité et la connaître enfin dans la psychanalyse, ou dans la psychologie, ou dans la psychopathologie. De telle sorte que, si vous voulez, mon hypothèse c'est ceci: l'universalité de notre savoir a été acquise au prix d'exclusion, d'interdit, de refus, de rejet, au prix d'une espèce de cruauté à l'égard de toute la réalité. Alors j'ai essayé de voir si on ne pouvait pas, pour d'autres formes de savoir, rechercher aussi de quelle manière il s'était constitué, quelles en étaient les racines inconscientes, quelles en étaient les formes implicites, non présentes exactement à la conscience des savants à une époque donnée. Et c'est en gros ce que j'appelle faire de l'archéologie du savoir, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que dans Les mots et les choses, j'ai essayé de comparer un certain nombre de domaines de savoir différents: biologie, l'économie, la linguistique du XVIIe au XIXe siècle, et essayer de voir comment ces domaines de savoir, qui sont tout à fait différents les uns des autres, obéissent cependant à un certain nombre de lois communes, de règles communes, règles qui sont forcément inconscientes dans la mesure où elles font communiquer entre eux des domaines de savoir qui sont ignorés, enfin que les savants de chaque domaine ne connaissent pas.